Eh bien, merci beaucoup. Je pense que notre prochain témoin, Whitney Webb, est un peu stressé. Je déteste vous interrompre, mais c'est pourquoi je pense que nous devons lui donner une chance de combler les lacunes. Ce que nous allons essayer de faire en posant des questions. À moins que mes estimés collègues aient d'autres questions, nous aimerions vous remercier tous les trois pour vos excellentes présentations. Et ensuite, nous allons passer à Whitney. Est-ce que cela vous convient? Eh bien, merci beaucoup, Brian, Alex et Debbie. C'est très important. En ce qui concerne le contexte géopolitique et historique de ce dont nous sommes témoins, et Matthew, bien sûr. Whitney, l'une des questions que je continue à me poser est de savoir quel est le rôle de la Chine dans tout cela. Si vous regardez cela comme un jeu dominé par les Anglo-Américains ou la City de Londres, quel est vraiment le rôle de la Chine dans tout cela? Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, nous pouvons entendre. Ok, super. Alors, je ne suis pas vraiment une experte de la Chine, mais j'ai fait quelques travaux sur les réseaux transnationaux de capital et d'influence, pour ainsi dire. Ce nœud, en quelque sorte, dont les gens ont parlé jusqu'à présent aujourd'hui. La City de Londres, Wall Street, et comment ils sont très influents en Chine. L'exemple le plus accessible est sans doute celui de Steve Schwarzman, un capital de Blackstone, qui finance le programme d'une université chinoise. Je ne sais plus laquelle exactement, mais elle est très prestigieuse. Et c'est un peu sa version personnelle du programme des Young Global Leaders du WEF. Le Blackstone Group est intimement lié à BlackRock, étant issu de la même sphère à Wall Street. Il est considéré comme l'un des chuchoteurs américains de la Chine, tout comme, bien sûr, la figure originale de la politique américaine qui a porté ce genre de titre, Henry Kissinger. En outre, vous avez quelqu'un comme Henry Paulson, qui a été secrétaire au Trésor sous George W. Bush et qui travaillait auparavant pour Goldman Sachs. Il est également très impliqué en Chine et possède une fondation philanthropique axée sur la Chine. Mike Bloomberg est un autre individu qui a ressuscité un événement qui était organisé par le Forum économique mondial en Chine. Je crois qu'il s'appelait la Réunion annuelle des nouveaux champions, qui a cessé en 2018. Depuis 2018, il s'agit du Bloomberg New Economy Forum, qui est essentiellement axé sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Et que s'y passe-t-il? Les décisions prises lors de cette réunion sont là pour faciliter la création de ce système particulier dont les gens ont parlé. Cette sorte de grille de contrôle technocratique, qui a été construite conjointement par les dirigeants américains et chinois. Et il y a une autre chose sur laquelle j'ai écrit il y a quelques années. C'est cette organisation appelée la Commission de sécurité nationale sur l'intelligence artificielle, qui était dirigée par Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google. Dans cette commission, c'était principalement la Silicon Valley, l'armée américaine et la communauté du renseignement américaine qui étaient représentées. Et en 2019, avant le Covid, ils ont parlé de la nécessité de battre la Chine dans la course à l'armement de l'intelligence artificielle, ou de travailler ensemble avec la Chine dans la construction de cette sorte de grille de contrôle technocratique, pilotée par l'intelligence artificielle, comme moyen d'éviter une guerre mondiale. C'était une idée défendue par Henry Kissinger dans l'un des événements de cette commission particulière. Et Eric Schmidt l'a également souligné. Et donc, dans un sens, cela est lié au Great Reset, comme on l'appelle souvent, qui se déroule dans le monde entier. Mais aux États-Unis, en particulier dans ce contexte, il y a un effort pour numériser complètement chaque secteur de l'économie et de la société, afin d'amasser des données pour les utiliser pour former des algorithmes d'IA. Fondamentalement, cette commission et les forces représentées là-bas considèrent qu'il est nécessaire pour les États-Unis de maintenir leur hégémonie militaire et économique actuelle, d'avoir les meilleurs algorithmes d'IA. Ils ont besoin d'avoir les plus grandes réserves de données. Ils reconnaissent que la Chine, en raison de sa grande population
et plus de systèmes de contrôle technologique déjà en place, est loin devant les États-Unis en termes d'amasser ce type de données. Et donc, les États-Unis, cette organisation, avant le Covid, parlait de la nécessité de forcer de toute urgence les gens à tout faire en ligne, du shopping au télétravail, et toutes ces choses, à la télémédecine. Et bien sûr, il y a eu une énorme poussée pour cela pendant le Covid-19. Et lorsqu'ils ont envisagé cette espèce de contexte de nouvelle guerre froide, ils ont déclaré dans leurs propres documents qu'il était nécessaire de le faire avec la Chine, en créant essentiellement le même système de manière parallèle et en collaboration, afin d'éviter une guerre mondiale. Et c'est essentiellement ce qui se passe lors d'événements comme le Bloomberg New Economy Forum et d'autres choses de ce genre. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille plus loin, parce que je sais qu'il y a une limite de temps et je dois partir dans 30 minutes. Et le système de crédit social, c'est une invention de qui? Est-ce vraiment les Chinois? Et quand je dis les Chinois, je veux dire les dirigeants chinois, pas le peuple chinois. A-t-il été inventé par les dirigeants chinois? Ou cela a été inventé en coopération avec la City de Londres et les intérêts financiers anglo-américains? Je n'ai jamais vraiment écrit sur l'origine de ce système, donc je ne pense pas être la bonne personne pour parler de ça spécifiquement. Mais d'après ce que je comprends, il y a manifestement une sorte de système technocratique biométrique qui existe en Chine. Et évidemment, il a été développé par les dirigeants chinois, ou du moins avec leur bénédiction, et mis en œuvre par le gouvernement là-bas. Mais il convient de souligner également que depuis l'ouverture de la Chine, pendant l'ère Nixon, qui a bien sûr impliqué Kissinger de manière assez intime, il y a eu beaucoup d'échanges entre les dirigeants chinois, bien qu'ils soient publiquement étiquetés communistes, avec les mêmes réseaux transnationaux de capitaux occidentaux. Et aussi des négociations avec les dirigeants occidentaux, qui, en fin de compte, ont leur gouvernement essentiellement coopté par ce même réseau transnational de capital. Nous voyons quelqu'un comme Henry Kissinger surgir encore et encore. Cela a-t-il changé entre-temps? Il ne s'agit plus tellement de figures individuelles, mais plutôt d'un réseau de personnes qui se connectent entre ces différents domaines d'intérêt. Bien sûr, je pense que Kissinger est définitivement en voie de disparition, à cause de son âge, et ce depuis un certain temps. Il y a donc beaucoup de personnes qu'il a encadrées, en particulier lorsqu'il enseignait à Harvard, qui sont devenues la nouvelle génération de Kissinger, avec Klaus Schwab, qui en est fièrement l'exemple principal. Je vois que Matthew a commenté, et il est probablement plus qualifié pour parler de certaines de ces choses que moi, car j'avais l'impression qu'il allait parler de Dark Winter et de l'anthrax. Mais je peux continuer à parler de cela si vous préférez. Si vous voulez parler de l'opération de Dark Winter et de l'anthrax, vous devriez le faire. Je pensais que la présentation était terminée. Non. Avez-vous une réponse à cette question? Quel est le rôle de la Chine dans tout cela, Matthew? Oui, j'en ai une, mais c'est assez long. J'allais juste demander, est-ce que vous êtes au courant que Soros s'est fait virer en 1989 lors de l'éviction de Zhao Jiang et le club de Rome en Chine? Non, je ne le savais pas. Zhao Jiang... Je peux peut-être intervenir une minute, mais je ne veux pas du tout empiéter sur le temps de Whitney. Zhao Jiang est l'homme de Soros en Chine. Il était surnommé le Gorbatchev de la Chine. Il a dirigé le Parti communiste chinois pendant 2 ans, 87, 88 et 89, et il a d'ailleurs dirigé un groupe de réflexion avec Soros. Il a fait venir Alvin Toffler, le transhumaniste, il a appelé à la 4e révolution industrielle et a fait venir le Club de Rome et ses modèles informatiques pour gérer la politique de l'enfant unique en 79 et 80. C'était l'un de ses principaux collaborateurs. Et durant toutes les années 80, un effort a été engagé pour obtenir un processus de perestroïka à la Helsinki en Chine, ce qui se passait en Russie, pour privatiser tout leur système bancaire et apporter les technocrates, Milton Friedman et tout le reste. Mais il a été évincé par un coup d'État en 89 qu'il était censé diriger. La CIA, le MI6, je devrais faire un article dessus. Mais il est utile de se pencher sur ces anomalies. Par exemple, pourquoi Soros n'a-t-il pas été autorisé à opérer en Chine au cours des 30 dernières années alors qu'il dirige l'Occident? Oui, pourquoi cela? C'est toute une histoire. Je pourrais en parler plus tard. Whitney est brillante, je ne voudrais pas prendre sa place.
Essayez de nous donner les bases de tout cela. Très bien. Pour l'essentiel, je pense que c'est très lié à ce contre quoi Gutiérrez a mis en garde quand il a dit que deux paradigmes opposés différents émergent autour de la géopolitique de l'IA. L'année dernière, ou même pas, c'était en novembre dernier. Mais jusqu'en 2010-2011, Soros disait encore que la Chine était le modèle à suivre parce qu'ils aiment le crédit social, ils aiment les contrôles technocratiques, les contrôles centralisés, ils aiment ces choses. Les transhumanistes de l'Occident, ils adorent ça. Ils n'aiment pas l'utilisation réelle du crédit national. Car la Chine n'a jamais privatisé sa banque centrale et ils n'aiment pas non plus le développement d'infrastructures à grande échelle, le train à grande vitesse, tous ces trucs qui ont sorti les gens de la pauvreté, environ 1 milliard de personnes. En à peine 20 ans, ils détestent l'idée qu'un État-nation déterminerait leur destin économique. Donc, il y a une opposition sur le fait que l'IA ne disparaîtra pas. Beaucoup de ces choses ne disparaîtront pas. Et la Chine a été pénétrée par des colonnes de l'État profond, des 5e colonnes, pendant longtemps qu'elle a essayé d'éliminer. Jack Ma, un excellent exemple, un administrateur du Forum économique mondial qui a appelé au renversement, en résumé un changement de régime économique en Chine l'année dernière. Et il a été évincé. C'est comme s'il avait été totalement dépouillé de son pouvoir. Donc vous avez la preuve de ces luttes, en particulier avec la clique de milliardaires de Shanghai qui s'est alliée aux listes libérales occidentales. La Russie fait de même. Ils ont leur propre 5e colonne autour de leur banque centrale libérale privatisée liée à l'Occident, qui est liée à beaucoup de ces réseaux pharmaceutiques à l'intérieur de la Russie. Donc il y a des combats qui se déroulent un peu partout. Et je pense que l'encerclement militaire de la Chine et de la Russie est une question sérieuse à laquelle les gens devraient réfléchir, comme s'il y avait quelque chose qui effrayait l'oligarchie, au point... Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Pourquoi ils mettraient tant d'efforts à procéder à cet endiguement total, cette domination totale de la Chine et de la Russie ? Whitney, James Bush est avec nous et il va nous donner les détails de l'opération Dark Winter, l'opération Lockstep des Rockefeller et l'Event 201. Mais si vous pouviez nous présenter cela, ce sera probablement très utile. Eh bien, j'allais parler de quelque chose qui est probablement un peu différent, plus de l'importance de Dark Winter. Certains des parallèles entre 2001 et certaines figures qui étaient derrière le Covid et l'anthrax ont en commun des choses comme ça. Je vais donc être assez brève. Je vais le laisser, puisqu'il est là, parler de Dark Winter en détail. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il s'agissait d'une simulation d'une épidémie de variole. Mais elle incluait également la menace potentielle d'une attaque à l'anthrax. Elle prévoyait des parties importantes de ce qui deviendrait le récit du 11 septembre 2001. Les personnes qui ont participé à cet exercice immédiatement après le 11 septembre ont montré une apparente prescience de ces attaques, les attaques à l'anthrax qui ont suivi peu après. Nous avons donc, bien sûr, la simulation précédant l'Event 201. Nous l'avons aussi. Il y a aussi Crimson Contagion, que Debbie a mentionné il y a quelques instants. Et c'est significatif, parce que la personne qui a prononcé le nom de Dark Winter dans l'exercice, Robert Kadlec, le secrétaire adjoint du HHS pour la préparation et la réponse sous l'administration Trump, il a dirigé cet exercice Crimson Contagion en 2019. Après les attaques à l'anthrax de 2001, il a assumé beaucoup de pouvoir et a essentiellement construit ce poste de secrétaire adjoint pendant un peu moins de 20 ans. Et puis il l'a occupé jusqu'au moment où le Covid a eu lieu. Quelle coïncidence. Mais Crimson Contagion est importante car elle n'a pas duré que quelques jours, comme l'Event 201 ou Dark Winter. Cela a duré de janvier 2019 à août 2019. Et elle a impliqué une coopération publique-privée. Elle s'est produite au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau local, au niveau municipal. C'était très étendu. Et aussi, on pourrait dire, dans un sens, que c'est un peu plus prédictif que ce qui est arrivé plus tard, comme l'Event 201. Dans le sens où il se concentrait sur l'apparition d'une pandémie de grippe en Chine, alors que l'Event 201 avait lieu en Amérique du Sud.
Mais l'Event 201 et Dark Winter ont des liens très importants. Principalement les personnes impliquées dans ces deux événements, comme Thomas Inglesby, avaient des liens avec des organisations comme l'Institute for Homeland Security, créé à la fin des années 90, qui était intimement lié à la CIA, et d'autres institutions qui avaient également des liens avec les services de renseignement. Au-delà des points communs entre ces deux simulations, entre les attaques à l'anthrax et le Covid, il y a le spectre de la recherche sur les gains de fonction qui est très présent. Ainsi, dans le cas de l'anthrax, en 1997, le Pentagone a élaboré des plans pour créer génétiquement une variété plus puissante d'anthrax, soi-disant parce qu'un scientifique russe avait prétendu avoir créé une souche d'anthrax résistante aux vaccins standards contre l'anthrax et aux études sur les animaux, mais pas nécessairement dans un but de guerre biologique ou de défense biologique. Mais le Pentagone s'en est servi pour justifier ses expériences de gain de fonction. À la même époque, en 1997, la CIA a également commencé à mener des expériences de gain de fonction sur l'anthrax. Et ces expériences se déroulaient dans une installation appelée Battelle, située à West Jefferson dans l'Ohio, qui a actuellement des liens avec la fondation Leslie Wexner, pour les personnes qui connaissent son rôle dans le réseau Epstein, mais qui est aussi sous-traitant de la CIA et de l'armée. Je ne vais pas entrer dans les détails extrêmes sur ce sujet, mais essentiellement un atout de la CIA à l'époque, un transfuge du programme d'armes biologiques et de défense biologique de l'Union soviétique, Ken Alibek, était le directeur de programme pour ses études de gain de fonction à Battelle. Et lui et un autre personnage du nom de William Patrick, qui n'était pas initialement suspecté des attaques, mais qui a ensuite été ajouté à l'enquête, il a couvert ces attaques. Ils étaient essentiellement les personnes dirigeant le gain de fonction. Et la plupart des gens qui se penchent sur les attaques à l'anthrax et qui savent que Bruce Evans n'était pas un loup solitaire et sont conscients de l'inexactitude de la narration, y compris plusieurs procureurs américains qu'a eu Evans à l'époque, qui se sont suicidés très prématurément, croient que Battelle était responsable et tous les chercheurs sérieux sur l'anthrax de 2001 que je connais pensent que Battelle était le site de l'anthrax qui a été utilisé dans les attaques. Passons à un autre parallèle, les solutions de biosurveillance. C'est sans doute l'une des plus importantes dans le contexte de ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, après les attaques à l'anthrax, et aussi le 11 septembre, il y a eu une poussée pour créer un système au sein de la DARPA, appelé la conscience totale de l'information. L'un de ces programmes s'appelait le programme de biosurveillance, qui visait à développer, je cite, « les technologies de l'information nécessaires et les prototypes qui en résultent, capables de détecter automatiquement la libération couverte d'un agent pathogène biologique. » Et cela serait accompli par la surveillance de sources de données non traditionnelles, de données médicales prédiagnostiques et d'indicateurs comportementaux obtenus à partir de données civiles, essentiellement. Même s'il prétendait se concentrer sur les attaques bioterroristes, il voulait acquérir des capacités de détection précoce pour toutes sortes d'épidémies normales, qui seraient ensuite automatisées, avec certains, je suppose, les précurseurs des algorithmes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui. Et il voulait en gros un programme d'exploration massive de données. C'était essentiellement le but de tout cela. La connaissance totale de l'information a été rejetée par le Congrès, parce qu'il a été souligné avec précision qu'elle éliminerait entièrement les libertés civiles pour les Américains, et que le droit à la vie privée n'existerait plus. Donc il a été mis au rebut. Mais les architectes de la connaissance totale de l'information, y compris la figure néoconservatrice Richard Perle, ont travaillé main dans la main avec Peter Thiel et Alex Karp pour créer Palantir, qui est le successeur privé de la connaissance totale de l'information. La connaissance totale de l'information ayant été un partenariat public-privé avec l'armée américaine. Mais Palantir n'était pas tellement impliqué avec les militaires après sa création. Il était plus intimement impliqué avec la CIA. La CIA pouvait les aider à créer leurs produits et la CIA était leur seul client de 2005 à 2008. Certains aspects du programme de connaissance totale de l'information, qui a été supprimé, comme le programme de biosurveillance, ont été ressuscités à l'époque du Covid sous la direction de personnes comme Robert Kadlec, comme la surveillance du système des eaux usées pour détecter les épidémies. Tout cela avait été planifié à cette époque. Et ce n'est pas une coïncidence si toutes ces données, de nos jours, dans cette ère Covid particulière, si vous voulez l'appeler ainsi, sont introduites dans une base de données gérée par Palantir.
Et le Royaume-Uni, le NHS, les données Covid sont gérées par Palantir aussi. C'est donc une sorte de grille de contrôle anglo-américaine de la connaissance totale de l'information, qui est apparue dans Palantir et qui ne reçoit certainement pas l'attention qu'elle mérite. Mais ses origines remontent à cette période particulière en 2001. Chez ceux qui l'ont mise en place, il y a de nombreux acteurs qui reviennent. Il faut aussi souligner que Peter Thiel est un important bailleur de fonds des médias de droite, y compris dans la sphère des médias alternatifs. Je vais laisser cela de côté car c'est pour une autre fois. La dernière chose que je veux souligner, c'est que la situation de l'anthrax et ce qui se passe avec le Covid-19 est le sauvetage fortuit de sociétés de vaccins en péril ayant des liens profonds avec l'armée américaine. Donc le premier serait Bioport, qui est aujourd'hui Emergent Biosolutions. Ils ont changé son nom en 2004 à cause de la controverse autour de leur vaccin contre l'anthrax, sur lequel ils avaient le monopole de la production et de la vente dans l'armée américaine. Ce même réseau responsable des attaques à l'anthrax a mandaté l'utilisation du vaccin contre l'anthrax des troupes américaines. Il a fini par provoquer ce que l'on appelle souvent le syndrome de la guerre du Golfe et toute une série d'effets indésirables. Et ils ont été renfloués par le Pentagone plusieurs fois parce que leurs usines ont été fermées à plusieurs reprises en raison des violations des règles de sécurité et de santé, entre autres choses. Et ils n'ont pas utilisé l'argent pour réparer ces usines. Ils utilisaient les primes pour les cadres et les réaménagements des bureaux des cadres, entre autres choses. Ce qui est tout à fait typique dans ce milieu, semble-t-il. Mais quoi qu'il en soit, ils se sont associés à Battelle à la fin de l'année 2000. Comme je l'ai mentionné, Battelle effectuait ce gain de fonction pour le Pentagone et la CIA à l'époque. Et ces recherches sont entrées dans une nouvelle phase lorsque ce partenariat a commencé, car elle concernait directement le vaccin contre l'anthrax. En septembre 2001, le Pentagone allait publier un rapport sur la manière de poursuivre son programme de vaccination obligatoire contre l'anthrax, sans cette société. Et le 11 septembre 2001 a fait dérailler ce projet, car l'aile administrative qui travaillait sur ce rapport a été frappée par un avion le 11 septembre 2001, alors qu'elle menait cette enquête. Et Donald Rumsfeld a décidé de sauver ce programme. Et les préoccupations qui ont été entendues au Congrès et dans tout le système politique américain, au niveau national, à l'époque au sujet de ce produit vaccinal particulier, ont disparu dans la panique des attaques à l'anthrax. Et elles ont été remplacées par des appels non seulement à rendre la campagne de vaccination obligatoire pour l'armée, mais aussi pour les services de secours, pour les enseignants, les pompiers, les policiers, et ainsi de suite. Et bien sûr, aujourd'hui, le point commun de ce genre d'entreprise est Moderna. Ils ont même admis maintenant qu'ils étaient sur le point de s'effondrer, s'il n'y avait pas eu l'arrivée du Covid-19 au moment précis où il est arrivé. Je tiens à souligner que 1 mois ou 2 de différence et ils auraient totalement fait faillite. Et bien sûr, Moderna a des liens très étroits avec l'armée américaine, plus précisément avec la DARPA, qui les finance depuis 2012, je crois. Pour plus d'informations sur ces choses-là, vous pouvez aller sur mon site web, unlimitedhangout.com, et regarder la série d'enquêtes, l'ingénierie de la contagion sur la question de l'anthrax. Et puis, j'en ai une appelée Moderna, sur Moderna. J'ai oublié le nom exact de la série. Je crois qu'elle s'appelle « Moderna obtient son miracle » ou quelque chose comme ça pour le Covid-19. Je vais m'arrêter là, car il me reste 10 minutes, au cas où vous voudriez poser des questions sur un autre sujet ou autre chose. Une petite question sur Emergent Biosolutions. Ils sont impliqués dans la production des vaccins maintenant, est-ce exact? Oui, eh bien, à l'origine, ils étaient... Je pense qu'après avoir produit, je crois, 6, un nombre très important de doses pour le vaccin Johnson & Johnson, qui ont été jugées contaminées et inutilisables, je pense qu'ils sont passés à la trappe. Mais il est intéressant de souligner que Robert Kadlec, que j'ai mentionné plus tôt, a des liens profonds et de longue date avec cette société, et a en fait fondé une société distincte avec le fondateur d'Emergent Biosolutions. Et même le Washington Post a été forcé d'admettre qu'il a fait preuve de favoritisme dans l'attribution des contrats pour le Covid-19. Donc, malgré leurs antécédents vraiment épouvantables, et même des plaintes au sein du système, ils ont obtenu des contrats pour produire des vaccins. Je ne me souviens plus exactement quelles étaient les entreprises concernées, mais le vaccin de Johnson & Johnson en faisait partie.
et ils ont été très critiqués. Donc je ne suis pas sûre qu'ils en fabriquent encore, mais je dirais que certaines de ces entreprises d'ARNM, en particulier Moderna, ont maintenant décidé d'utiliser une nouvelle entreprise créée à l'époque du Covid, appelée Resilience, pour produire leur ARN spécifiquement pour leur vaccin. Il y a des personnes de la fondation Bill et Melinda Gates, de la FDA, du conseil d'administration de Pfizer, un membre de la commission du 11 septembre, le directeur d'InQtel, la société Capital Risque de la CIA, entre autres groupes, qui fabriquent leurs produits. Et cette entreprise a été créée en novembre 2020. Et ils espèrent produire de l'ARNM pour les États-Unis et au Canada. Il semble qu'il y ait des luttes internes, mais tous ces intérêts différents tirent dans la même direction. Mais il n'est pas clair qui va être le leader de la meute. Oui, je pense que les querelles internes sont plus liées au processus qu'à l'agenda général. Les deux sociétés d'ARNM, Moderna et BioNTech, qui sont utilisées par Pfizer, ont toutes deux été soumises à une forte pression récemment. Le prix de leurs actions s'est plus ou moins effondré. Cela est dû au fait qu'une décision prise aux États-Unis oblige Pfizer à déclassifier plus ou moins les documents qu'elle voulait cacher au public et que, tout d'un coup, une interview récente d'un banquier d'affaires du nom d'Ed Dowd l'explique en détail. Lorsque les gens voient ce qu'il se passe réellement, ils décident de vendre leurs actions. Le sauvetage semble donc ne pas avoir vraiment fonctionné. Mais c'est seulement parce que d'autres personnes ont exposé ce qu'il se passe réellement. Exact. Et je ne pense pas qu'il l'ait vraiment prévu. Parce que ça prouve le point de Matthew, qu'ils n'ont pas vraiment tout sous contrôle. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle nous les voyons, par exemple, dans divers pays, en particulier les pays occidentaux, lever les restrictions pour le moment, comme l'a dit Leana Wen, l'experte médicale de CNN, afin que la confiance du public puisse être restaurée. Nous pouvons donc utiliser ces mesures, encore une fois, à l'avenir, pour une deuxième pandémie, ou une sorte d'événement de ce genre. Et si vous regardez le Forum économique mondial depuis l'année dernière, leur thème principal pour l'année dernière était de rétablir la confiance avec le public. C'est donc quelque chose qui les préoccupe vraiment, le manque de confiance du public envers les élites. Mais je pense qu'ils sont encore dans cet état d'esprit. Eh bien, même s'ils commencent à ne plus nous faire confiance en masse, qu'allons-nous faire à ce sujet ? Je pense que c'est essentiellement de ça qu'il s'agit. Mais je pense qu'il prévoit aussi d'essayer d'intensifier différentes choses qui ne sont pas forcément le Covid au fur et à mesure que ce récit particulier s'effrite, pour essayer de garder les gens divisés, distraits et confus par la masse d'informations qui sortent tout le temps. Ce qui est, comme je l'ai déjà expliqué, une sorte de psyop. C'est le côté opération psychologique de ce qu'il se passe. Ok. Bon, y a-t-il d'autres questions de votre part? Virginie ou Dexter ou Anna ou Dipali? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons maintenant... Allez-y, s'il vous plaît. Oui, nous allons maintenant insérer quelques témoins parce que, vous savez, nous le devons pour les archives et pour que le public voit que nous savons ce qui se passe vraiment.
Et c'est tellement fou ce que nous avons vécu au cours de ces 2 années que nous semblons parfois oublier ce que nous avions, ce que nous pensions être la façon normale dont les choses seraient traitées. Que vous pouviez choisir sans être trompé, si vous vouliez avoir un traitement médical ou si vous vouliez protester contre quelque chose comme sans avoir affaire à la police et ainsi de suite. Et nous avons préparé, je pense que c'est 2 vidéos, et nous avons 2 témoins, un en direct ici avec nous et un autre dans le Zoom. Et je voudrais commencer à vous montrer ce que nous avons vécu lorsque nous avons appris par un lanceur d'alerte que dans une maison de retraite ici à Berlin, qu'une certaine vaccination allait avoir lieu. Je pense que c'était un dimanche et les flacons étaient fournis ou du moins amenés par des soldats. Et donc, lorsque les personnes âgées ont été confrontées à des soldats, quand ils ont travaillé avec les médecins pour faire le vaccin, et certains, une personne n'était pas vraiment volontaire pour l'accepter. Je veux dire, c'était dans la section démence de cette maison de retraite. Et certains d'entre eux n'étaient manifestement pas en mesure de signer les papiers eux-mêmes. Mais il faut quand même respecter une sorte de volonté naturelle. Ils doivent exprimer s'ils veulent être traités ou non. Nous allons donc voir cela. Nous avons donc eu un dénonciateur qui nous a parlé de cet incident et ce qui s'est passé ensuite. C'est que sur ces 31 personnes qui ont été vaccinées, 8 sont décédées assez rapidement après la vaccination, dans les quelques semaines qui ont suivi. Et je pense que la dernière personne qui est morte, c'était 2 ou 3 mois plus tard. Et ils étaient vraiment en bonne forme. C'était avant le vaccin. Avant la vaccination, c'était la section où ils pouvaient se promener librement. Et certains faisaient du jogging tous les jours, quelqu'un jouait du piano. Et donc, ils chantaient des chansons la nuit précédente. Et puis déjà, le soir, certains d'entre eux avaient de sérieux problèmes. Et ce qui est également intéressant à ce sujet, c'est que plus tard, nous avons pris contact avec la police et j'ai personnellement déposé une accusation criminelle, une plainte. Et je leur ai demandé, parce que des 2 personnes qui sont décédées, les dernières, les corps étaient encore aux pompes funèbres. Donc nous avons informé la police et nous leur avons dit qu'ils devraient enquêter à ce sujet avec le procureur du district. Et ils nous ont envoyé une lettre disant qu'ils ne voyaient rien de suspect et qu'ils ne pouvaient pas commencer à enquêter. Vous savez, je pense que c'est particulier. Et donc, après que nous ayons fait l'interview du lanceur d'alerte, un deuxième lanceur d'alerte s'est présenté et a fourni quelques images que vous pouvez voir maintenant. And for you to see this, you have to turn to the stream. C'est pour illustrer ce dont nous parlons vraiment. Parce qu'aujourd'hui, ce soir, nous avons parlé de la préparation de ce qu'il se passe réellement. Et maintenant, nous examinons les conséquences. Parce que je pense qu'il est important pour nous, et pour le jury, de comprendre que nous ne parlons pas seulement de jeux non pertinents, qui sont joués, de jeux de pouvoir, mais que ces jeux ont des conséquences très graves. Et c'est ce que ce clip vidéo illustre très clairement.
Donc ça montre que ce que vous avez dit, Brian, il tue des gens. Il ne tue pas des gens en théorie, il tue des gens dans la vie réelle. Une des personnes que nous avons vues dans cette vidéo, qui a été filmée avec une caméra cachée, est morte. Le vieil homme en pyjama est mort. C'est donc de cela qu'il s'agit. Il y a des conséquences réelles, en conséquence de ces soi-disant jeux de pouvoir. Il s'agit en fait de contrôle. Et il s'agit en fait de réduire la population. Comme l'illustre clairement ce court clip vidéo, et ce n'est qu'un exemple. Il existe de nombreux autres exemples de ce type. Nous avons obtenu de nombreuses informations de maisons de retraite similaires où la même chose s'est produite. Cet exemple est particulièrement impressionnant pour nous, car il se déroule ici même, à Berlin. 31 personnes ont été vaccinées, et en l'espace de 2 semaines environ, 8 d'entre elles étaient décédées. 11 autres avaient développé des symptômes très graves. Nous ne savons pas ce qui leur est arrivé, mais ces 8 personnes décédées, l'une d'entre elles, comme l'a mentionné Viviane, jouait du piano la veille de sa vaccination. Une autre était un coureur, et il courait la veille de sa vaccination. C'est de cela qu'il s'agit vraiment. Oui, alors maintenant, nous avons un autre clip vidéo que nous allons voir. Il s'agit d'une petite manifestation, comme une veillée qui a lieu pendant, je pense que le témoin va nous le dire dans une seconde, plusieurs jours, 60 à 62 jours. Et c'était le dernier jour où il y avait soi-disant une petite réunion. Mais c'était un petit événement et vous serez surpris par le nombre de policiers par rapport à la taille de l'événement que vous allez voir et par la dureté avec laquelle ils y ont mis fin. Je pense que nous allons d'abord montrer le clip et ensuite nous allons parler à Roman Mironov. Unsere Kinder haben kein Schutzschild. Unsere Kinder haben nur uns. Und Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte vergib auch diesem Mann, der gerade die Durchsage macht. Lieber Herr, bitte vergib ihm Ihre unendliche Schuld. Vergib ihm Ihre materialistische Geilheit. Vergib ihm, was Sie Ihre Hausrate sehen. Vergib ihm. Das bedeutet, Ihre Versammlung ist hiermit beendet. Entfernen Sie sich in Richtung Hauptbahnhof. Ich wiederhole, aufgrund der Nichteinhaltung der Hygienemaßnahmen Vous pouvez voir à quel point c'est disproportionné par rapport à ce qui se passe. Il n'y avait même pas de normes sanitaires qui sont enfreintes. Et à une époque antérieure, nous aurions pensé que c'était un événement normal. Mais peut-être que nous allons juste parler à Roman Mironov. Roman, que s'est-il passé? Je ne parle pas très bien anglais, alors je vais devoir parler en allemand. Bien, parlons-en brièvement et je traduirai. En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer que vous aviez fait cette démonstration 60 fois et pourquoi elle s'est terminée de cette façon? Exactement. J'avais organisé une veillée devant le bureau du chancelier.
Parce que les manifestations n'étaient pas possibles à Berlin, parce que ça a toujours dégénéré en violence policière. Et donc, j'ai organisé une veillée, parce qu'avec quelques personnes, juste devant le bureau du chancelier, la police ne peut pas déborder aussi facilement. Et nous avons fait ça sur une période de plus de 2 mois. Et très fréquemment, il y avait des médias avec nous, et ils nous écrivaient. Et ils n'ont jamais fait de reportage sur nous. Ils étaient juste là parce qu'il se passait quelque chose au bureau du chancelier. L'un d'entre nous s'était inscrit au bureau du chancelier et le dernier jour, le 1er juin, était la journée mondiale de l'enfance. Nous avons résisté là-bas. Nous n'avons pas mis de masque. C'était le moindre niveau de résistance que l'on puisse offrir. Et bien sûr, ça a dégénéré et notre assemblée a été dissoute. Ich übersetze das mal kurz zurück. Nach 2 Monaten der Mahnwache, in einer Zeit, wo es eigentlich gar keine größeren Demonstrationen geben durfte, war das ein Protest gegen die... Nous allons avoir d'autres exemples, mais je résume rapidement. 2 mois après la Malwasher, à un moment où de toute façon il ne devait pas se tenir de manifestations importantes, c'est une manifestation qui était directement liée aux enfants. Et en fait, il y avait beaucoup de médias habituellement là, mais ils n'ont jamais parlé de cette manifestation parce qu'ils voulaient la garder sous le tapis, ne pas en parler. La seule chose qui n'a pas été respectée, c'est qu'à l'extérieur, il fallait porter des masques, même si les gens gardaient leur distance. Et donc, vous pouvez voir que la police a immédiatement décidé de tuer cette petite manifestation ou cette petite protestation à ce moment-là. Donc, Roman, merci beaucoup pour votre déclaration et pour avoir partagé cette expérience avec nous. Oui, maintenant, nous avons... C'est maintenant à James Bush. Puis nous continuerons avec d'autres exemples à l'avenir. Oui, maintenant, James, vous avez attendu pendant un certain temps, mais nous sommes très intéressés pour entendre parler de l'opération Dark Winter, la simulation lockstep des Rockefeller et l'Event 201. You are muted. You are muted, Jim. Ok. Je suis absolument sidéré par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui et par l'intelligence et l'expérience de l'équipe qui produit ceci. Alors, je voulais tous vous remercier. Mon passif est très simple. J'ai pris ma retraite après 20 ans dans le corps des marines des États-Unis en tant que lieutenant-colonel. J'étais un officier d'infanterie, un officier de reconnaissance des forces. Puis je suis devenu ingénieur et j'ai travaillé pour la société Honeywell en tant qu'ingénieur du guidage de lancement pour le programme Shuttle. Puis je suis devenu ingénieur des opérations spéciales pour les environnements spéciaux et les systèmes mécaniques. J'étais le responsable de l'ingénierie et le gestionnaire du North Colorado Medical Center pour le centre de recherche sur les maladies infectieuses de l'Université d'État du Colorado et pour le centre de recherche sur les vecteurs du centre de contrôle des maladies du Colorado, Fort Collins. Mon intérêt pour ce sujet a été éveillé bien avant que je ne sois au courant de ce qui se passe aujourd'hui. Je travaillais pour Hewlett-Packard. Dans le cadre de mes fonctions d'ingénieur, j'étais le responsable de la biosécurité pour les Rocheuses de l'Ouest et j'ai été invité à participer à un programme appelé Dark Winter à Oklahoma City en juin 2001. Et à ce stade, je ne suis pas sûre de savoir comment. Je vais partager mon écran et je vais afficher une présentation assez rapide. Et je suis sincère, c'est plus rapide que les autres.
C'est le résumé de qui je suis. Je l'ai déjà parcouru avec vous. J'ai un master en ingénierie mécanique, un bachelor en épidémiologie. Voici Dark Winter. Vous en avez entendu parler? Et vous le savez peut-être déjà, mais c'était ostensiblement un programme soutenu par le gouvernement et des organisations privées les 22 et 23 juin 2001 à la base aérienne d'Andrews à Oklahoma City. Vous trouverez également ANSER, Homeland Security, et CSIS, l'Oklahoma National Memorial Center, pour la biodéfense civile. Ce sont des organisations qui ont été les précurseurs de tous les éléments nécessaires à la création d'un système d'armes biologiques aux États-Unis. Donc, Dark Winter, ces diapositives que vous allez voir ne sont qu'une très petite partie d'un jeu de diapositives qui a été généré pendant cette présentation. Et ce n'était pas une présentation, ce n'était pas une véritable étude, ils nous ont appelés pour étudier cela. Mais en fait, quand nous sommes arrivés, ils ont dit « Ok, voici ce que nous faisons. Asseyez-vous et regardez, et voici les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. S'il vous plaît, ramenez ceci dans vos entreprises, dans vos organisations, et partagez-le avec elles. » Parce que le gouvernement contrôlait totalement la procédure. Il s'agissait d'un exercice conçu pour simuler la réaction possible à une introduction délibérée de la variole dans 3 États en 2002. Dark Winter a été développé en tant que programme par les Centers for Strategic and International Studies et le Johns Hopkins Center et l'ANSER pour la sécurité intérieure. Et je crois que vous avez tous déjà entendu ces noms. Vous allez continuer à les entendre au cours de ce processus d'analyse de ce qui arrive à notre pays. L'ANSER Institute for Homeland Security a finalement été converti en un cabinet ministériel financé au niveau national appelé Homeland Security. Les participants clés, nous allons vous montrer qui ils sont et quels sont leurs objectifs. À l'origine, c'était un scénario. Dans notre gouvernement, comme vous le savez, et beaucoup de gouvernements aiment vraiment les scénarios, ils aiment bien « et si on faisait ça, si ça arrivait, quelles seraient les prochaines étapes ?» C'était censé être une étude de scénario, mais il faut reconnaître les personnages qui jouent ce jeu. Nous sommes en 2001 et certaines des personnes les plus importantes du gouvernement et de la défense des États-Unis d'Amérique ont pris leur congé pour aller à Oklahoma City et ont posé la question « Que se passe-t-il si on est frappé par la variole ?» Et la variole est clairement définie par toutes les organisations, l'Organisation mondiale de la santé, le CDC, la FEMA. Tout le monde dit que c'est une maladie pandémique parce qu'elle a un taux de mortalité d'environ 32 à 33%. Par opposition au coronavirus, qui, selon la personne à laquelle on s'adresse aujourd'hui, représente peut-être 0,01 ou 0,02%. Ils ont donc utilisé une véritable maladie pandémique pour voir ce qui se passerait. Mais les personnes qui sont venues étaient Sam Nunn, le sénateur américain, Frank Keating, il était le gouverneur de l'Oklahoma, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, le directeur de la CIA des États-Unis, le secrétaire à la défense John White, le président de l'armée américaine, le chef d'état-major, le général John Tilley, le secrétaire d'État des États-Unis Frank Wisner, la secrétaire à la santé et aux services sociaux Margaret Hamburg, le procureur général George Terwilliger, le directeur de la FEMA Jerry Hauer et le directeur du FBI. Maintenant, je suis sûre que ce type d'assemblage de personnes a été formé auparavant. Mais je ne pense pas que dans l'histoire des États-Unis, il soit jamais venu à une réunion comme celle-ci. On créait un document, on créait un scénario,
et ont ensuite disparu parce que, dans les 2 ou 3 jours suivant la fin de ce programme, certains d'entre nous ont obtenu des copies réelles des diapositives. Et partout ailleurs, ça a disparu. C'était sur Internet pendant un moment, mais si vous vous souvenez, en 2001, Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il m'a fallu plusieurs années pour trouver cela sur Internet. En attendant, j'en avais une copie sur mon ordinateur et plus tard, lorsque je travaillais pour le Centre de contrôle des maladies, le CDC, j'en parlais à divers chercheurs et je leur demandais ce qu'ils en pensaient. Ils ont tous en quelque sorte tourné le dos, sont partis. Ils ne voulaient pas parler de ce dont il s'agissait. La question est donc de savoir ce qui se passerait si une attaque locale d'armes biologiques devait frapper l'Amérique, avec un agent pathogène contagieux qui pourrait paralyser le pays. La réponse du gouvernement posera un énorme défi aux libertés civiles. Le moins nous sommes préparés aux plus grandes menaces, plus il y aura des menaces sur les libertés civiles. Donc, dans la documentation de départ, les premiers mots sont sur nos libertés civiles qu'ils vont prendre au cours de cet événement. Je vais donc rester sur cette page un moment et vous dire que pendant cette étude qui a duré 2 jours, nous sommes sortis tôt parce que cette étude, quand nous sommes arrivés, ils avaient toutes sortes de diapositives et je serais heureux de montrer ces diapositives à tous ceux qui veulent les voir. Mais les diapositives montrent vraiment le processus de réflexion, l'initiation d'un agenda par lequel ils voulaient partager avec les gens dans la salle, et les gens dans la salle étaient des personnes issues de la science, de l'industrie et des affaires. Et ils disaient comment cela va-t-il vous affecter? Ils ont montré ce qui s'est passé après 1 jour, après 6 jours, après 3 jours, combien de personnes sont malades, combien de personnes ont été blessées, combien de personnes sont mortes et comment cela progresse. Ce document a été fourni comme un moyen de créer 2 ou 3 choses. La première est un tutoriel sur la façon d'initier et d'obtenir les résultats que nous voulons d'une maladie pandémique. L'autre serait de savoir comment contrôler, quels seraient les résultats, combien de personnes mourraient, comment s'occuper des inoculations. Il s'agissait d'une maladie connue qui avait un taux de mortalité extraordinairement élevé. Ils ont traduit cela dans la réalité et cela leur a donné l'opportunité de créer une ébauche, une amorce, un document qu'ils peuvent utiliser lorsqu'il s'agit de créer une arme biologique, un événement pandémique de sécurité nationale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et comme je l'ai dit, je serais heureux de partager le reste de ces documents. Ma présentation actuelle sur Dark Winter dure environ 2h30 parce que j'entre dans tous les détails de ce qu'est une installation de niveau de biosécurité 1, 2, 3 et 4, où elles se trouvent, comment elles sont utilisées et comment notre gouvernement et nos universités étudient cela. Mais il y a une richesse d'informations que ce diaporama et Rainer m'a demandé de rester relativement court. Donc c'est le début, c'est la première étape où notre gouvernement a engagé certaines des personnes les plus puissantes de notre administration pour mettre en avant ce concept. La suivante était l'opération Lockstep, et l'opération Lockstep était ostensiblement faite par Ralph Emerson. Il n'arrêtait pas de faire référence à John D. Rockefeller. Il était prétendu que c'était une approche en 3 étapes pour un confinement permanent, résultant en une dépopulation massive. J'ai fait d'importantes recherches sur ce sujet et l'opération Lockstep était en fait un concept créé par des personnes faisant des recherches non seulement l'opération Lockstep mais aussi sur le livre de 54 pages de Ralph Emerson. Excusez-moi, Ralph Emerson a écrit le livre The New World Order et il faisait 320 pages. Et l'information principale de toute cette opération Lockstep vient de la page 18 de ce livre.
Il y avait deux éléments. L'opération Lockstep a été créée par des informations provenant de l'agenda du New World Order et un autre programme qui est sorti de l'Institut Rockefeller. Donc ma question est, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc le document publié est essentiellement, des gens se sont réunis et ont dit, ok, basé sur la lecture des informations du Nouvel Ordre mondial, voici ce que nous voyons se passer. Et cela correspond parfaitement à ce qui est dans le document de 320 pages du New World Order. Et c'est un modèle très clair de ce qui s'est réellement passé. Et la raison pour cela, c'est que l'opération Lockstep est sortie à la mi-juin ou juillet de l'année dernière. Beaucoup de gens ont essayé de la réfuter, mais il n'y avait personne qui... Que s'est-il passé? Créé selon les documents en 1989. Donc, vous avez 2001, Dark Winter. Vous avez 1989, quand l'opération Lockstep et les premiers documents ont été créés pour cela. Et puis, nous avançons au fur et à mesure de l'histoire de notre nation. Vous voyez le New World Order de Ralph Emerson. Vous voyez la Fondation Rockefeller et la Global Trading Organization qui a contribué au New World Order. Rockefeller a contribué au livre suivant, qui est un livre d'environ 54 pages appelé « Scénario pour le futur de la technologie et du développement international ». Cela a été fait par la Fondation Rockefeller. Et sur Internet, vous trouvez qu'il fait constamment référence à ce que vous voyez sur le côté droit de la page, c'est-à-dire la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. En 1989, personne ne savait rien des radiations 5G. Personne ne savait rien de précis sur le coronavirus. Donc, quelque part, cette information est sortie, mais c'était vraiment une combinaison de données créées dans le New World Order. Et je ne sais pas combien de personnes ont lu le New World Order. Mais c'est un livre d'instruction malveillant et dégoûtant sur la façon de détruire la civilisation occidentale. Et il cite George Bush et toute la litanie de personnes dont nous parlons souvent. James, pouvez-vous nous faire une faveur et lire ces 3 paragraphes? Parce que je pense que c'est extrêmement important pour que les gens comprennent ce qu'il s'est passé en 1989. Je serais heureux de le faire. Première phase. Rhume, grippe, symptômes bénins, tout au plus une approbation médiatique de la paranoïa et de la peur de masse. Des systèmes de tests défectueux qui détectent tout matériel génétique dans le corps et déclenchent un résultat positif. Le nombre de cas de Covid est gonflé par la modification des certificats de décès qui comptent double et classent tous les décès, y compris les autres maladies et les causes naturelles, dans la catégorie Covid-19. Le confinement nous conditionnera à vivre sous des lois draconiennes, empêchera les protestations et identifiera la résistance publique. C'est la première étape. La deuxième étape, la première phase conduira à la compromission et à la fragilité du système immunitaire par le manque de nourriture, l'éloignement social, le port du masque et le manque de contact avec la lumière du soleil et les bactéries saines. L'exposition aux radiations de 5G attaquera encore plus le système immunitaire. Ainsi, lorsque les gens réapparaîtront dans la société, davantage de personnes tomberont malades. On en attribuera la responsabilité au Covid-19. Tout cela se produira avant que la vaccination ne soit prête, afin de la justifier. Un confinement plus long et plus puissant suivra, jusqu'à ce que tout le monde prenne le vaccin.
C'est leur intention. Troisième phase, si une majorité de la population résiste au vaccin, un virus SRAS, VIH, MERS militarisé sera libéré. Beaucoup de gens en mourront. Il y aura des survivants. Ce sera la survie du plus fort. Ce sera aussi l'ultime poussée pour que tout le monde se fasse vacciner afin de revenir à la normale. Ceux qui se seront fait vacciner seront en guerre contre ceux qui ne l'auront pas fait. Ce sera l'anarchie. L'extrait provient de la page 18 et l'autre document qui est « Scénario pour l'avenir de la technologie et du développement industriel ». Donc tout cela est lié et cela a été divulgué et il a été conçu comme un document pour faire deux choses. Dire aux gens où ils vont, et si vous dites à quelqu'un que ça va arriver et que vous continuez à le lire, les gens finissent par accepter que ça arrive. Nous avons entendu ça tous les jours. Passons à la suivante. Lockstep est l'accomplissement des concepts et des objectifs exprimés et sollicités dans les philosophies du New World Order et les scénarios pour le futur de la technologie et du développement international. Ces concepts et ces programmes ont été mis en œuvre pour la pandémie Covid-19. L'auteur réel des documents Lockstep est inconnu. Mais il est clair que le Lockstep a été créé en 1989. Je suis désolé, le New World Order a été créé en 1989. Et les scénarios pour les technologies futures ont été créés en 2010. Et c'est à ce moment que l'autre document connu sous le nom de Lockstep a été créé. La page suivante, je ne sais pas si vous pouvez tous la lire. Je vais essayer de ne pas trop m'y attarder, mais c'est le concept du scénario. C'est le scénario Lockstep. C'est un scénario réalisé par notre gouvernement qui étudie ce que devrait être le Lockstep. Un monde où le gouvernement exerce un contrôle plus strict et un leadership plus autoritaire, avec une innovation limitée et une résistance croissante des citoyens. En 2012, la pandémie que tout le monde avait anticipée depuis des années a finalement frappé. Contrairement à 2019, H1N1, cette nouvelle souche de grippe provenant d'oies sauvages, c'est une supposition, était extrêmement virulente et mortelle. Même les nations les mieux préparées à une pandémie ont été rapidement dépassées par le virus qui s'est répandu dans le monde entier, infectant près de 20% de la population mondiale et tuant 8 millions de personnes en seulement 7 mois. La majorité d'entre eux étaient des jeunes adultes en bonne santé. La pandémie a également eu un effet mortel sur les économies, la mobilité internationale et l'immobilisation des personnes et des biens, affaiblissant des industries comme le tourisme et brisant les chaînes d'approvisionnement mondiales. Même au niveau local, des magasins et des bâtiments normalement animés sont restés vides pendant des mois, sans employés ni clients. La pandémie a touché la planète en dirigeant de manière disproportionnée l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud, où le virus s'est répandu comme une traînée de poudre en l'absence de protocoles officiels de confinement. Mais même dans les pays développés, le confinement était un défi. La politique initiative des États-Unis consistant à déconseiller fortement aux citoyens de prendre l'avion s'est avérée mortelle dans son indulgence. Je vais sauter la suite. Cependant, quelques pays s'en sont mieux sortis, la Chine en particulier. Le gouvernement chinois a mis rapidement en place une quarantaine obligatoire pour tous les citoyens, ainsi que la fermeture quasi hermétique et immédiate des frontières, ce qui a sauvé des millions. Cette information a été écrite, c'est de là que vient le concept entier. Ils ont donc eu le Dark Winter et ils ont décidé qu'ils ne voulaient vraiment pas utiliser quelque chose comme la variole, et le développement et les modifications génétiques des maladies sont pratiquées dans le monde entier. Et ostensiblement, c'est utilisé pour le développement de médicaments et la médecine préventive, mais en réalité, et je le dis pour avoir dirigé les laboratoires, j'ai travaillé sur 6 coronavirus.
J'ai travaillé sur 78 autres maladies de niveau de biosécurité 3 et 3+. La raison pour laquelle les universités, l'armée et le gouvernement font ces recherches est un programme d'armes biologiques. Ils essaient de trouver des outils moins coûteux à utiliser contre un ennemi commun. Ils développent des outils dont ils peuvent contrôler l'ensemble du développement du processus. Là où j'ai travaillé pour le CDC et le CSU, je n'ai jamais vu un vaccin sortir en moins de 6 ans. Ils ont essayé de nous dire, ils ont essayé de dire aux scientifiques qu'ils ont créé des vaccins qui sont sûrs, qu'il y a 4 vaccins différents qui font des choses différentes au corps humain. Et d'ailleurs, ils l'ont fait en moins de 9 mois. Mesdames et messieurs, je ne peux que vous dire que de mon point de vue, ce sont des mensonges. Des mensonges et encore des mensonges. Enfin, le 18 octobre 2019, beaucoup d'entre vous savent déjà ce qui s'est passé, mais le centre Johns Hopkins, le groupe Bill et Melinda Gates et le Forum économique mondial, ici nous revenons à l'aspect financier de cette atrocité. Le centre Johns Hopkins pour la sécurité sanitaire en partenariat avec le Forum économique mondial et la fondation Bill et Melinda Gates ont organisé l'événement 201, un exercice de pandémie de haut niveau, le 18 octobre 2019 à New York. L'exercice a illustré les domaines où les partenariats publics-privés seraient nécessaires en cas de réponse à une pandémie grave, afin de diminuer les conséquences économiques et sociales à grande échelle. Il y a eu des déclarations sur le nouveau coronavirus des exercices de pandémie. Ces dernières années, le monde a connu un nombre croissant d'événements épidémiques, environ 200 événements par an. Ces événements sont en augmentation et ainsi de suite. Les experts s'accordent à dire que ce n'est qu'une question de temps avant que les épidémies ne deviennent mondiales. Comment ont-ils pu organiser une réunion avec toutes les personnes les plus importantes de la côte Est à New York le 28 octobre pour que tout à coup, moins d'un mois plus tard, nous ayons maintenant le coronavirus qui émerge de la province de Wuhan. Je vais vous dire comment on gère un laboratoire. J'ai géré l'un des plus grands du pays, celui de l'Université d'État du Colorado. Les virus n'en sortent pas accidentellement. Vous pouviez les sortir vous-même du temps où j'y travaillais. Je peux en sortir n'importe quoi avec le virus de la peste, avec le VIH, avec la tuberculose, avec toutes sortes de corona. D'ailleurs, les coronas n'étaient même pas utilisés dans les installations de niveau 3. C'était des niveaux 2. Vous vous demandez pourquoi? Vous voyez avec la CIA. Donc, la question demeure, comment se fait-il que dans tous les médias, vous vous levez le matin, vous écoutez une station de radio, vous allez sur une chaîne de télévision, et ils disent tous exactement la même chose. Connaissez-vous tous l'opération Mockingbird? Mockingbird est un programme de la CIA qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale et qui est toujours opérationnel aujourd'hui. C'est comme ça que la CIA crée un dialogue et travaille avec les 6 ou 7 grands systèmes médiatiques du monde. Et je peux dire ceci parce que vous ne connaissez pas son nom. Ma fille est un officier de renseignement militaire dans l'armée américaine. Elle y est depuis 12 ans. Elle est major sélectionnée pour être lieutenant-colonel. Je lui ai montré tout ça et elle a dit « Oui, c'est ce qu'ils font, ils le font maintenant ». Donc la question, il y a beaucoup de questions sur le pourquoi. Et je pense que les bonnes questions sont celles que vous avez posées aujourd'hui. Mais il y a une information importante que je voulais partager avec vous. Lorsque j'ai commencé à gérer les centres de recherche sur les maladies infectieuses, tous deux à Fort Collins, il y a environ 14 ans, il y avait 25 à 27 laboratoires de niveau de biosécurité 3 et 4 dans le monde. Nous sommes maintenant en 2022 et ceci provient directement du site web du CDC.
Je l'ai comparé à d'autres sites web également. C'est la répartition des laboratoires de niveau de biosécurité 3 et 4 dans le monde. Et vous pouvez voir que l'Australie en a 4. Presque tous les autres pays en ont 1 ou 2. L'Allemagne en a 3, l'Inde en a 3, le Royaume-Uni en a 6, les États-Unis en ont 15. Et quand j'ai commencé cette activité, il n'en avait que 3. Le niveau de biosécurité 3, ce sont ceux qui travaillent sur les maladies comme le coronavirus, la grippe, le VIH, des virus qui ne sont pas extraordinairement puissants. Ils en font des armes biologiques, mais le niveau 3 est le banc d'essai du niveau 4. Il y a plusieurs petits pays qui ont 1 ou 2 niveaux 3. Tous les pays sur la liste des niveaux 4 ont autant de niveau 3 que de niveau 4. Les États-Unis ont plus de 200 laboratoires de biosécurité niveau 3 sur le territoire américain. Donc, entre les niveaux de sécurité 3 et 4, les États-Unis d'Amérique ont 215 installations de recherche sur les armes biologiques, qu'ils appellent recherche normale. Mais je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Une question. Je dois vous poser ces 2 questions, car après avoir regardé les documents que vous nous avez montrés sur l'opération Lockstep, je veux dire, vous avez cité ces 3 paragraphes. Ces termes étaient-ils vraiment inclus dans ce document? Je veux dire, des termes comme Covid-19 et l'autre terme aussi, 5G, étaient-ils vraiment inclus? Cela vient d'un livre. Vous êtes observateur. Et c'est absolument. Hier, une question a été posée sur les documents utilisés dans l'opération Lockstep. C'est exactement ce qu'ils sont. Je pense que ce document était partout sur Internet. J'ai dit que je ne pouvais pas trouver l'auteur de ce document en particulier. Il était dit que c'était à la page 18 dans toutes les références. Au lieu de cela, oui, c'était page 18. Et la page 18 à laquelle il se référait était la page du scénario que j'avais trouvé. Je vais voir si je peux revenir en arrière. Ok, mais en gros, c'est comme une inspiration qu'ils ont utilisée pour le scénario Lockstep. La question est de savoir si c'était vraiment inclus à l'époque, en 1989, ces 2 termes. Non. C'est donc qu'il y a le document 2020 qui était sur Internet et dans le scénario pour la technologie future et le développement international. Je suis désolée, j'allais mettre la page 18. Attendez, non. C'est la page 18, les scénarios Lockstep. Non, l'autre, avec les 3 paragraphes. On vient de le regarder. C'est la diapositive numéro 10. La numéro 10, c'est ça. C'est ça, la numéro 10. C'est celle-ci. Celle-là. Cette diapositive sur le côté droit? Oui. Est-ce que ça vient vraiment de ce livre, écrit en 1989? Non, ça ne vient pas de là. Ce que je veux dire, c'est que ce document et cette diapositive ont été créés par quelqu'un qui s'est référé à cette page. Vous la voyez? Cela provient de l'opération Lockstep qui a été créée par l'Institut Rockefeller. Ils ont pris ça, ils ont modifié les événements actuels. Ils y ont ajouté les concepts de ce paragraphe et et le monde y a cru. Et c'est ce qui est ironique, c'est que si vous regardez le contenu du paragraphe des scénarios pour le futur du document technologique, c'est de là qu'ils ont tiré cette information. Et la 5G et le Covid-19 ne sont pas dans ce paragraphe. C'est ce que je pensais. Oui, mais ça relie quand même tout ça. Parce que l'information était là en 1989, 2001, 2010.
Et à présent pour l'événement 201 en 2019. Il y a donc une progression qui va de pair avec le dialogue historique que vos autres conférenciers et experts en histoire ont présenté. Et celui-ci partage vraiment l'information. Et de mon point de vue, le Dark Winter est un facteur critique pour montrer qu'ils ont la capacité et l'intention de faire quelque chose de similaire à l'événement 201. L'événement 201 est le second Dark Winter. Bon, voilà pour Dark Winter, c'est l'information que je peux partager avec vous sur l'opération Mockingbird et l'opération Lockstep. Pour l'opération Lockstep, après que nous ayons commencé à faire plus de recherches, j'ai voulu faire exactement ce que vous avez dit. J'ai voulu trouver cette page particulière dans le livre Le Nouvel Ordre Mondial par Ralph Emerson. Je l'ai lu, mais il n'y avait rien. J'ai cherché les scénarios pour l'avenir de la technologie, il n'y avait rien. J'ai cherché toutes les informations que je pouvais sur Internet. Et clairement, quelqu'un a fait ce document particulier pour le faire correspondre. Et c'était une tentative de coordonner ça. Ça donne du crédit au nouvel ordre mondial. Je ne sais pas combien de personnes dans le groupe ici ont lu le nouvel ordre mondial. Eh bien, le problème avec des documents comme celui-là, c'est qu'ils sont non seulement déroutants, mais ils nous font paraître mauvais. C'est pourquoi je voulais vous le montrer, parce que je ne suis pas sûre que nous puissions parler de l'opération Lockstep, à moins de nous référer simplement au livre Le Nouvel Ordre Mondial et au scénario. Ceux-là sont plus crédibles, mais pas Lockstep. Eh bien, merci James. Cela nous mène tout droit au rôle probable de l'Organisation mondiale de la santé dans tout cela. Nous avons 2 autres intervenants pour cela. Mais en attendant, y a-t-il des questions que Virginie, Dexter, Dipali voudraient poser? Merci, Monsieur Bush. Merci pour votre témoignage. Je voudrais juste que vous me disiez, vous avez mentionné que d'après votre expérience, il faut environ 6 ans avant qu'un vaccin soit mis sur le marché. J'aimerais faire un rapprochement avec l'opération Warp Speed. Comment ces informations sont-elles liées? Parce que dans un sens, il semble qu'ils aient mis très rapidement des vaccins contre le Covid-19 sur le marché. Ils se justifient en disant que c'est grâce à l'opération Warp Speed. Pouvez-vous éclaircir ce point? La réponse à cette question est qu'ils ne font pas un vrai vaccin. Ils créent une modification d'ADN qui n'a rien à voir avec le processus normal. Le processus de découvrir une maladie et d'apprendre à lutter contre elle au sein du corps humain. En appliquant les bons produits chimiques, en effectuant les bons tests, en faisant des tests sur l'homme, sur l'animal, et en développant un vrai vaccin. Le matériel qu'ils injectent aux gens aujourd'hui, en ce qui me concerne, et comme je l'ai déjà dit, j'ai travaillé sur des vaccins pendant 12 ans dans des environnements où mon travail, dans ces installations, était de diriger le comité de biosécurité et d'empêcher la maladie de se propager. Pendant mon mandat, il y avait 6000 chercheurs dans ces installations et personne n'est jamais tombé malade. Donc, nous savions ce qui causait la maladie, nous avons pu l'arrêter. Mais il a également été intégré dans la compréhension de la connaissance
que vous ne pouvez pas développer un vaccin avec précision en moins de 6 ans. Et donc, quand j'ai commencé à entendre les gens dire que nous allions en avoir un cette année, ils injectent des produits dont on ne sait pas ce qu'ils contiennent. Je ne suis pas chimiste, je ne suis pas médecin, et je ne suis pas un docteur de recherche. Mais j'ai travaillé avec eux, et je peux vous dire qu'il n'y aura jamais d'inoculation dans mes bras ou dans ceux de quelqu'un de ma famille, parce que j'ai peur de ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que certains de vos experts vont dire également. Regardez les documents dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. Comment les gens réagissent? Ils réagissent très rapidement. Sûrement après avoir reçu l'inoculation, et cela ne serait pas le cas avec une vraie vaccination. Merci, monsieur. Et je veux juste répéter pour le cas où il y aurait la moindre question, au sujet d'un virus qui se serait échappé de Wuhan. Le laboratoire de Wuhan est un laboratoire de niveau 3. Le virus sur lequel il travaille en Chine était de niveau 3. Il ne répond donc pas aux exigences de soins, de considération et de sécurité extrême d'un niveau 4. Et quand je gérais des installations du Colorado, nous avons fait des tests pour savoir si les gens pouvaient sortir de notre bâtiment avec un agent sélectif, c'est-à-dire avec un virus dangereux. Encore une fois, allez sur le site du CDC et cherchez agent sélectif. Et ça vous dit qu'en gros, un agent sélectif peut être génétiquement modifié pour devenir une arme de destruction massive. C'est pour ça qu'on les appelle des agents sélectifs. Mais à l'époque, on a fait des tests. On a fait venir des gens du corps des ingénieurs de l'armée, du FBI, des pompiers locaux, de la police. Et on a fait des tests pour savoir si quelqu'un pouvait sortir de notre installation. Il n'y avait aucun moyen de les arrêter. Si quelqu'un voulait sortir avec ce matériel, on ne pouvait pas l'arrêter. Donc là, dans ces laboratoires dont je viens de vous montrer les chiffres, il n'y a aucun moyen d'empêcher quiconque de sortir ces choses. Donc, ce sur quoi ils travaillent dans ces laboratoires, c'est, en ce qui me concerne, un programme d'armes biologiques. Et ce sur quoi ils travaillent est essentiellement la capacité de modifier d'autres formes d'injection pour contrôler et tuer la population générale. Et c'est pour ça qu'ils le font au pas de course. C'est une chimère, vous connaissez tous le concept de la chimère. Vous pouvez expliquer le concept? Un vaccin chimérique consiste à développer un médicament et à l'injecter à un animal ou à une personne. Et cela prépare le corps à certaines réactions. Et puis vous revenez avec la deuxième partie de la chimère. Vous l'injectez et cela provoque des changements extraordinairement grands, voire la mort. Donc, je crois que les injections sont chimériques. Et pour aller dans le sens de votre question sur les vaccins eux-mêmes, comment est-il possible que vous ayez une maladie? Il y a deux questions en fait. Comment est-il possible d'avoir une maladie qui est en train d'être résolue grâce à un vaccin avec une efficacité de 95 à 100%, avec 4 types différents d'injections qui ne se ressemblent même pas dans leur contenu? Et qu'au-delà de ça, dans l'histoire de l'humanité, la science et la médecine n'ont jamais trouvé de remède pour le rhume et la grippe, qui sont tous deux des coronavirus. Pardon, Dexter. Pas de souci. On peut passer à vous, Rainer? Je voulais juste mentionner que d'autres experts qui vont témoigner ont entre-temps clarifié la situation, du moins en ce qui concerne Pfizer-BioNTech. Pfizer est concerné. Il n'a pas une efficacité de 95%. C'est moins de 1%.
Certaines personnes disent même qu'il n'a absolument aucune efficacité. C'est parce que nous voyons que les pays qui ont un taux de vaccination très élevé ont également un taux de contamination très élevé, comme Israël, comme le Royaume-Uni. Ils ont également un taux très élevé de contamination. En d'autres termes, les vaccins ne semblent pas du tout fonctionner. Ça signifie que vous avez probablement raison, Jim. Nous ne pouvons pas appeler ces injections des vaccins, mais d'autres experts nous en apprendront davantage à ce sujet. Merci pour tout ce que vous faites, et si je peux aider davantage, je le ferai. Jim, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir guidés à travers ces interventions.